Bonjour, bonsoir tout le monde. J'ai décidé de faire différemment. Je vais commencer directement par la conclusion, mais je vous invite quand même à regarder cette vidéo en entier. Tout le long de cette exploration, je vais positionner à des points stratégiques cette grille de lecture. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne écoute surtout. On pourrait dire, pour conclure, que cette région fonctionne comme la colonne vertébrale de notre Terre. Un lieu où quelque chose semble émerger du sol, une sorte de champ énergétique qui s'élève comme une impulsion verticale. Dans cette vision, une force agirait depuis le sous-sol. Pas une force terrestre ordinaire, mais quelque chose qui semble appartenir à un autre plan, à un niveau plus subtil. Cette énergie, loin d'être négative, apparaîtrait plutôt comme une force créatrice, une dynamique ascendante qui nourrit. Elle accompagne les fins de cycle, les passages, les moments où les récits se dissolvent pour laisser place à autre chose. Dans cette exploration, cette région n'est pas seulement un territoire, c'est un point d'origine, un lieu de passage, un centre de réécriture où les anciens récits se superposent, se recouvrent ou se révèlent. Un espace où visible et invisible semblent se toucher. Si cette exploration et ces grilles de lecture résonnent pour vous, n'hésitez pas à liker, booster et à me partager les points que vous aimeriez que j'observe davantage. Cela m'aidera à vous offrir un contenu encore plus riche et plus précis sur ce sujet fascinant. Pour l'instant, je vous souhaite une belle traversée. Il existe donc 7 grilles de lecture pour cette enquête et ce n'est que le début. À très bientôt, nage et on continue. Myriam, pourquoi certains affirment-ils que les destructions dans cette région viseraient à effacer l'histoire et la sagesse des anciennes civilisations? Oui, trop de secrets, trop de jalousie. C'est le mot jalousie qui me vient. C'est comme si tout le monde voulait mettre la main sur quelque chose Si tu en premier. plonges dans ce mot jalousie et dans ce mot premier, qu'est-ce qui se présente à toi? Ce qui est très étrange, c'est toujours Trump qui me vient en fait. Il veut être le premier, il veut avoir champ libre pour investiguer, chercher, fouiner, fouiller. Ok, j'aimerais que tu prennes une profonde inspiration, une profonde expiration. Et de ce personnage, qu'est-ce qui lui permet ou qu'est-ce qui lui donne la légitimité de le faire? Alors je le visualise tout d'un coup comme avec un sceptre dans la main, une couronne et entouré de créatures autour de lui, que je ne définis pas encore très bien, mais des créatures tout autour de lui, Hmm. comme protection, comme... Si je te dis, est-ce qu'il se reconnaît dans le mot Dieu? Se voit-il comme un Dieu? comme le seul Dieu. Si tu regardes et tu laisses venir l'information, a-t-il joué un rôle lors de ces différentes civilisations? En fait, oui, il est accompagné depuis très longtemps, apparemment. Et ce que je perçois aussi, c'est que, bon, je n'entre pas dans son espace, mais ce que je ressens, c'est que c'est une partie de ces neurones humaines sont, sont comme occultées. Je ne vois pas Ok. remplacées pour le moment, mais occultées.
Qu'est-ce que ça nous indique, le fait que ces neurones soient occultés? Ouais, Regarde. il est programmé. Il est programmé. C'est une sorte de programmation, en fait. Qui fait Je ne peux. partie de lui, oui ou non? Qui lui appartient, oui ou non? Qu'il Ouais. adhère, oui ou non? En fait, c'est non, mais l'adhérence, ben, c'est non parce qu'il ne contrôle pas ça. Malgré que lui-même se sente comme un dieu et qu'il soit lui-même relié à cette civilisation par une histoire, une mémoire, en au-delà du temps physique, aujourd'hui, ce corps biologique ne contrôle pas ce qu'il en est réellement. Si, je veux dire, sur le plan physique, il le contrôle, mais il ne sait pas vraiment pourquoi il est comme ça. Il ne sait pas pourquoi il est comme ça, il Ou réagit comme ça, mais il adhère quand même. Oui, il adhère à, à cet état d'être, en fait. Il aime bien ça. Il aime est-ce qu'il dominer. l'aime ou est-ce qu'il l'est? Laisse venir. Si ma question c'est il est-ce qu'il l'aime ou est-ce qu'il l'est? Ben, les deux. Les deux. Il est parce qu'il a un programme qui ne contrôle pas, il ne sait même pas vraiment. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a un programme? Parce que je vois ces neurones occultés. Je ne peux pas aller voir plus loin, mais euh, déjà ça, c'est occulté par venant de l'extérieur. Ça, c'est certain. Euh, Tous ces êtres qui le collent, ils sont vraiment collés à lui. Euh, J'en vois même qui susurrent à l'oreille, mais euh, pour moi, il est programmé. Il est programmé. Je sais pas pourquoi, mais il est programmé. Pourquoi aujourd'hui ce personnage se présente à nous avec une teinte orange et une coiffe très particulière? Quelle en est la raison? La teinte orange, Est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente ou non? pas pour le moment vraiment, non, pas vraiment, Ok. non. Tess, Parce que je vois que cette tradition, cette sagesse ancienne euh, pourrait nuire à ceux qui veulent la détruire. Elle, euh, Elle dirait des vérités, et ça pourrait les éclabousser. qu'est-ce qui change? Pourquoi aujourd'hui? J'entends, c'est une période de changement, de fin de cycle, de nouveaux cycles. Et tout est accéléré justement parce que c'est pour éviter que ça n'advienne. D'un côté, les traditions qui vont ressurgir et les autres qui veulent les maintenir cachées. Qu'est-ce qui permettrait que ces traditions se révèlent à nous aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois quand je dis ça? Aujourd'hui, c'est le mot énergie qui me vient. Certains affirment que les destructions dans cette région viseraient à effacer l'histoire et la sagesse des anciennes civilisations. Lorsque je pose la question à Myriam, elle évoque un principe de jalousie, l'idée qu'un élément précieux existe encore et que certains chercheraient à se l'approprier. Dans cette lecture symbolique, elle perçoit également Trump comme quelqu'un qui voudrait être le premier à découvrir cet élément particulier. Lorsque je l'interroge sur la légitimité de cette perception, Myriam le voit portant une couronne et un spectre, non pas comme un fait, mais comme une image archétypale mythologique. Cela donne l'impression d'une double lecture. Sur le plan énergétique, la figure perçue ressemble à un dieu ou une puissance symbolique qui viendrait reprendre ce qui lui appartient. Sur le plan physique, il ne s'agit que d'un être humain qui suit son propre rôle, son propre programme, comme un acteur dans un scénario collectif. Tess nous indique que la tradition et la sagesse ancienne ne sont pas seulement menacées, elles pourraient aussi nuire à ceux qui cherchent à la détruire. Comme si aujourd'hui ces connaissances avaient la capacité d'être révélatrices,
de faire émerger une compréhension différente de ce que nous croyons savoir. Selon cette exploration, nous serions dans une fin de cycle, un moment où tout devient plus lisible, plus accessible. Dans cette perspective, un principe énergétique particulier offrirait la possibilité de dévoiler ce qui était resté caché ou incompris jusqu'ici. Merci et on continue. Myriam, Chris Bledsoe affirme qu'un conflit Iran-Israël servirait de déclencheur à une manifestation non humaine. Quand je te dis ça, est-ce que ça résonne plus juste ou faux? J'ai comme mot que ça intensifierait le fait que qu'il y ait effectivement un projet non humain, un projet non humain. Je vais dire un vortex plus grand, une grande ouverture. Ok. Est-ce qu'on peut le voir comme une prédiction ou c'est quelque chose qui s'est déjà passé? Alors quand tu me dis ça, quand je vois la Terre dans sa globalité, je vois différentes ouvertures sur un temps terrestre. Je vois des ouvertures à différents endroits, pas que là. Il y en a eu. Ok. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Chaos offre une possibilité, un principe énergétique et une possibilité d'ouverture de portail. Quelque chose un peu dans ce sens-là. Oui, oui, c'est ça. Ok. Continue avec toi, Tess. Oui, moi j'ai le mot l'heure qui vient. Ce sont des paroles qu'ils disent, donc, mais c'est un leurre. Mais c'est plutôt non. Ok. Donc, pas une prédiction. Non. Pas, quand je te pose la question, est-ce que sur des cas similaires de guerre à des endroits stratégiques sur la planète Terre, est-ce que il y a déjà eu des apparitions non humaines, des objets volants non identifiés? Regarde, Oui, et tu... oui. Oui, ok. Pourquoi là, Chris Bledsoe affirmerait cela en le présentant sous une forme de prédiction et que toi tu le vois comme un leurre? Bah, il a eu une mauvaise information. Moi, c'est ce qui me Ok, vient. très intéressant. Hmm, Je vais te poser la question à toi, Tess. oui. Pourquoi le Moyen-Orient apparaît souvent comme lieu de fin de cycle? Regarde. Quand tu avais posé la question déjà, j'ai le mot berceau qui est revenu. Point d'origine et point de fin. Je risque de mal prononcer le nom de famille de ce monsieur et je m'en excuse par avance. Chris Bledsoe affirme qu'un conflit entre l'Iran et Israël pourrait servir de déclencheur à une manifestation non humaine souvent décrite sous forme d'orbe. Cependant, Myriam nuance cette idée. Pour elle, il ne s'agirait pas d'une manifestation au sens littéral, mais plutôt de l'éventualité d'un projet non humain, quelque chose de plus structurel ou conceptuel. Malgré cette distinction, elle indique également l'ouverture d'un vortex plus vaste, comme si un passage ou un phénomène énergétique plus important devenait accessible ou actif dans ce contexte. D'après Myriam, ces ouvertures plus vastes, ces phénomènes énergétiques ou symboliques seraient particulièrement présentes lors de grands événements collectifs, comme si certaines tensions ou ruptures amplifiaient la perméabilité entre les plans. Elle précise que cela ne concerne pas seulement une région du monde, mais l'ensemble de la planète. Dans sa lecture, chaque fin de cycle
ouvre un nouveau champ énergétique, un espace où ce qui était invisible ou incompris devient soudain lisible. Dans ces moments de transition, les lois dominantes, celles qui régissent la manière d'exister, de percevoir, de comprendre, commencent à changer. Cela correspondrait à la fin d'un système de domination et de l'émergence progressive d'un autre mode d'organisation, d'un autre rapport au monde. Face à cette question, Tess parle d'un leurre. Elle perçoit que le personnage en question, celui qui prédit certains événements comme des signes, pourrait en réalité être trompé par les informations qu'il reçoit. Cependant, Tess distingue ce leurre d'un autre point. Elle indique qu'il y a déjà eu dans l'histoire de la Terre des apparitions visibles qui se sont manifestées après des périodes de chaos. Ces phénomènes ne seraient donc pas liés à un projet ou à une intention extérieure, mais plutôt à des conditions particulières, comme si certains contextes de rupture rendaient ces manifestations plus perceptibles. Moi, je fais un lien direct entre l'ouverture de ces vortex plus vastes et la possibilité de percevoir ce qui en temps normal nous semble invisible. L'idée des apparitions après le chaos revient comme un motif récurrent dans l'histoire de notre humanité. Tess perçoit que ce n'est pas un hasard dans certaines périodes de rupture, lorsque les structures habituelles se fissurent, quelque chose devient plus visible comme si un voile se soulevait. Dans cette lecture, les vortex plus vastes dont parle Myriam seraient directement liés à cette possibilité de percevoir ce qui en temps normal reste invisible. Selon cette vision, chaque fin de cycle ouvre un nouveau champ énergétique. Quand un cycle se termine, les lois dominantes, celles qui façonnent notre manière d'exister et de comprendre le monde, commencent à changer. Dans ces moments de transition, il devient possible de percevoir des phénomènes qui auparavant restaient hors de portée. C'est ce qui expliquerait pourquoi les apparitions après le chaos reviennent comme un motif constant dans l'histoire de notre humanité. Merci et on continue. Te repositionner, je vais te poser la question, Myriam. Pourquoi le Moyen-Orient apparaît souvent comme lieu de fin de cycle? Alors, l'information que j'avais eue juste avant, c'était qu'en fait, toutes ces ouvertures de vortex sur le temps, sur la ligne de temps, en fait, je voyais une connexion qui se faisait vers le Moyen-Orient. Ça, c'était la première chose. Et la seconde, il faut que je me rappelle. Juste par rapport à ce que tu viens de dire, tu laisses venir l'information quand je te dis pourquoi. Alors voilà, c'était justement la deuxième chose que j'ai vue. Parce que là, il y a énormément de... C'était à propos des religions. La diversité des religions. Un regroupement de toutes religions au Pourquoi ça, Moyen-Orient. pourquoi ça ouvrirait des vortex? Ça n'ouvre pas les vortex, c'est la guerre qui fait en sorte que le vortex s'ouvre et que les autres vortex que j'ai vus, c'était dans le temps d'autres conflits. Et et ces ouvertures ont une reliance avec le Moyen-Orient. Je vois comme s'il y avait des trous, hein, des ouvertures, Ok, mais trous, et des reliances vers le Moyen-Orient. ok. Alors, je parle de religions anciennes et plus récentes, de toutes les religions en fait. Alors, on va en venir. Je continue avec toi. Le fait que les premières villes soient apparues dans ces régions, cela influence-t-il la conscience collective Oui. sur ce principe de naissance et fin? Regarde au niveau de la conscience collective Mhm. l'impact que ça a sur notre plan terrestre. C'est comme si je vois le
le Moyen-Orient comme étant un centre, étant le centre de la Terre, le centre des connaissances. Est-ce que le Moyen-Orient est le centre de la Terre, le centre des connaissances, ou c'est une lecture de la conscience collective par rapport à l'histoire qui nous est racontée? Alors, je suis dans la conscience collective, hein. Ok. Donc une histoire de la conscience collective. Oui. Ok. Pourquoi le Moyen-Orient apparaît-il si souvent comme un lieu de fin de cycle? Pour Tess, la réponse tient dans l'idée de berceau. En revenant à l'étymologie, le berceau n'est pas seulement un objet. C'est un espace matriciel, un lieu qui enveloppe, protège et permet l'émergence. Il désigne un point d'origine, une zone de gestation, un espace de transformation. Dans cette perspective, le Moyen-Orient n'est pas seulement un territoire géographique, mais un lieu source, une matrice où se sont formés les premiers récits, les premières structures, les premières visions du monde. Myriam, de son côté, relie cette question à l'existence de vortex positionnés sur notre boucle temporelle. Pour elle, ces vortex donnent une dimension plus concrète à la notion de cycle. Elle souligne aussi un élément essentiel. Le Moyen-Orient concentre une diversité religieuse unique, allant des traditions les plus anciennes aux plus modernes. Comme un regroupement de récits fondateurs, un carrefour où se rencontrent les visions du monde qui ont façonné l'humanité. Cette superposition donne l'impression que nous avons déjà traversé des fins de cycle d'innombrables fois. Chaque cycle se referme, un autre s'ouvre, et certains lieux, comme ce berceau originel, deviennent des points de passage. D'où ma question. Sommes-nous aujourd'hui dans un recouvrement, soit un moment où la vérité sur notre humanité pourrait réapparaître, soit un moment où cette vérité risque d'être recouverte rapidement par une nouvelle vision, un nouveau récit et une nouvelle structure? Dans cette lecture, le Moyen-Orient n'est pas un lieu de fin, mais un lieu de passage, un espace où les cycles se ferment et se réécrivent, où l'humanité oscille entre révélation et recouvrement. Merci et on continue. Tess, Oui. pourquoi Ah, les premières grandes civilisations comme Mésopotamie, la Perse et l'Égypte sont-elles aussi associées à des récits de fin ou de renouveau? ce que j'avais perçu de ce Moyen-Orient comme point de départ, c'est que j'avais eu le mot essaimage, c'est-à-dire ils sont allés, pas conquérir, mais en tout cas habiter la terre à différents lieux, et c'est comme ça qu'ils ont apporté cette énergie de ce Moyen-Orient. Euh, et là, ce que j'ai comme vision, c'est alors je dirais pas que c'est le centre, mais en tout cas, quand on voit les vortex, c'est l'énergie dans la Terre qui part du centre et qui reprend, qu'on appelle Taurus? le torus, merci. Ça part de là, en fait. Ça fait ça. Et ce point, c'est justement le Moyen-Orient. Plus sur l'Iran, voire un petit peu plus haut, c'est ce que je perçois. Ok. Voilà. Continue avec toi. Là où l'humanité s'est organisée pour la première fois, est-ce aussi là qu'elle projette inconsciemment sa propre fin? Ce que je vois, c'est revenir à ses racines. Donc fatalement, c'est peut-être inconsciemment, mais c'est ça que ça représente. Ok. Myriam? Mhm. Est-ce que ces civilisations ont-elles même laissé des traces mémorielles du cycle? Naissance, apogée, chute. Regarde. Ce qui est, depuis tout à l'heure, ce qui
qui me vient, c'est que oui, naissance, apogée et la chute, ok, mais pas la fin. Depuis tout à l'heure, chaque fois que tu prononces le mot fin, je dis non, pas la Fin de fin. cycle. Non, le cycle fin final n'existe pas pour moi, là. Euh, Il n'y a pas de fin. Il y a peut-être un renouveau, mais pas de fin. Pas Juste de une fin. question, Myriam. Quand je dis fin ou quand je dis fin de cycle, est-ce que c'est la même chose? Ça résonne pareil pour toi? Non, ça résonne pas pareil. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Je vais te poser une nouvelle question. Et si l'idée, là, vous laissez résonner. C'est soit ça résonne oui, soit ça résonne non. S'il y a des images, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Et si l'idée que là où tout commence, tout se termine, ne parlait pas d'un lieu, mais d'un cycle que l'humain projette sur le monde. Moi, c'est J'ai une oui. résonance plutôt oui. Mm. Oui. Ok. On continue avec toi, Tess. Pourquoi les premières grandes civilisations, Mésopotamie, Perse, Égypte, sont-elles si souvent associées à des récits de fin de renouveau? Tess apporte un éclairage intrigant. Selon elle, une énergie particulière circule à travers ces civilisations, comme si celle qui en était porteuse avait transmis quelque chose de plus qu'un simple héritage culturel. Elle perçoit même une forme de torus énergétique entourant cette région, une dynamique circulaire et englobante que lui confère un rôle singulier. Lorsque je demande à Myriam si ces civilisations ont laissé des traces mémorielles, des cycles comme pour avertir les générations futures, elle répond que oui. Elles ont inscrit dans leur récit la naissance, l'apogée, mais aussi la renaissance. Pas de fin comme on pourrait l'imaginer. Pour elle, ces civilisations savaient que les cycles se succèdent et que chaque fin porte en elle un passage, un basculement. De ma compréhension, cette fin n'est pas un effondrement brutal, mais un processus progressif, comparable à un voile qui se dépose lentement sur ce qui est. Un effacement graduel ou peut-être une transformation de la perception prévue pour le collectif. Il témoigne d'une conscience ancienne, celle que l'humanité traverse des phases, que les structures se construisent, culminent, puis se dissolvent pour laisser place à autre chose. Merci, on continue. Autour du déluge au Moyen-Orient. Pourquoi les premières traces écrites du déluge apparaissent-elles en Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate? Qu'est-ce qui te vient? J'entends le mot reliance, donc euh, de ces deux fleuves. Ok. D'où ça se rejoint, donc c'est là le départ, en fait. Myriam? Moi, ce que j'ai eu comme info, c'est que euh, c'était pour faire terre. À l'époque du déluge, il y avait beaucoup de personnes, de personnes savantes. Je vois des personnes qui avaient compris certaines choses, certains secrets. Le déluge, est une programmation extérieure à la Terre. Quel est le Il fallait but? Effacer? faire taire, effacer, oui, que les hommes oublient, que, oui. Ok. On continue avec toi, Myriam. Pourquoi retrouve-t-on un récit de déluge dans l'épopée de Gilgamesh, l'actuel Irak? Encore un déluge. J'ai le mot souvenir qui me vient, souvenir, euh, euh, trace. Ok. Et toi, Tess? Mémoire, j'ai le mot mémoire. Ok. On continue avec toi, Tess, autour du zoroastrisme perse. Dans le zoroastrisme, pourquoi la fin du monde est-elle vue comme une victoire du bien sur le mal?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente à toi quand je dis ça? Non, parce que non, Ok. Myriam? non. Moi non plus, c'est un peu, Mm. dans enfin, dans beaucoup de religions, c'est comme ça, hein. Lorsque nous évoquons le déluge, Tess se tourne immédiatement vers l'image de la reliance des deux fleuves. Cela m'évoque un retour à une matrice liquide, un état où les séparations disparaissent et où tout se fond dans un même mouvement. Comme si l'eau ramenait l'humanité à un point d'origine, à un espace matriciel où les frontières géographiques, symboliques, culturelles se dissolvent. Myriam bascule vers une autre lecture, mais similaire à ce que m'évoque cette reliance. Elle perçoit derrière le déluge une intention extérieure, comme un mouvement visant à effacer ce qui existe pour pouvoir imposer un nouveau récit. Dans sa vision, le déluge n'est pas seulement un événement naturel ou mythologique. C'est un moment où l'ancien est balayé pour permettre l'installation d'un autre ordre. Elle ajoute que les savants d'avant le déluge savaient. Ils connaissaient des éléments de la réalité qui pour nous restent encore voilés ou gardés secrets. Le déluge aurait alors marqué une rupture, une perte de savoir, un effacement de mémoire ou un recouvrement volontaire. Lorsque j'interroge Myriam sur le zoroastrisme, elle répond que de nombreuses religions partagent la même vision. La fin d'un cycle n'est pas perçue comme une catastrophe, mais comme un processus bénéfique pour l'humanité. Dans ces traditions, la dissolution de l'ancien ouvre la voie à quelque chose de meilleur, comme si chaque cycle préparait l'arrivée d'un état plus harmonieux. Cette idée d'un renouveau supérieur à ce qui précède revient souvent. Un monde ancien se défait, un autre plus juste, plus lumineux se prépare. C'est une forme de préparation intérieure, une acceptation de l'arrivée du bien à travers la dissolution progressive du mal. La mécanique est scrupuleusement bien ficelée de mon point de vue. Merci et on continue. Tess, Oui. pourquoi cette tradition, née en Iran, place-t-elle déjà cette région au cœur d'un destin global? Bah, c'est ce qui me revient tout à l'heure, c'est le point de départ, l'origine et le point final. Ce qui fait que ça revient forcément à ce point-là. Ok, plonge dans le point final. Dis-moi ce qui se révèle à toi. Quand je te dis ça, est-ce que tu vois quelque chose? Non, je plonge dans un trou et je vois pas grand-chose. Pas jusqu'au bout du trou, le plus loin que tu puisses. Ou comment te sens-tu dans ce trou? Non, ça va, je me sens pas trop mal. Et je vois, je dirais lassi- comment je décrirais ça? Une espèce de lumière, hum, comme ce qui se passe à l'intraterre. C'est très lumineux. Je perçois juste le dessus. C'est un bleu, c'est un vert pâle, Qu'est-ce mais qu'elles je ne sais indiquent, ces couleurs, le vert pâle? Quand je te pose la question, qu'est-ce qui se révèle? ce que j'entends, c'est le cœur, hein, c'est le cœur. Ok, Et c'est ce qui doit, j'ai l'impression, c'est ce qui doit remonter. ok. Myriam, et si le déluge, les guerres finales et les révélations parlaient tous de la même chose, mais dans des langages différents selon les époques, qu'est-ce que cela nous dirait? J'ai le mot châtiment. Plonge dans le mot châtiment, laisse les premiers mots qui se révèlent, s'il n'y a pas d'image. Si j'ai une image de personnes à genoux, plein de personnes à genoux, comme s'ils étaient obligés de rester à genoux. Regarde qui sont ces personnages, des humains. Oui, des tas d'humains, oui. Soumission. Hmm, ok. Tess, qu'est-ce qu'il y a à voir là maintenant? Une civilisation, une. Ok. On continue avec toi, Myriam. Première religion.
Pourquoi les premières religions intègrent-elles déjà des notions de destruction, de jugement ou de renouveau? Alors, la première image que j'ai eue très vite quand tu parlais, euh, je vois des personnes vivant de la terre, des espèces d'hommes des cavernes. Euh, je vois la naissance petit à petit de différents dieux, besoin d'être aidés par quelqu'un d'autre, donc interférer pour moi. Des interférences, Pas pour je sais pas toi. si je Dis-moi réponds. simplement ce que tu Oui, vois, ce que tu ressens. oui, c'est ça que je vois. Donc, je vois un Ok. personnage. Voilà. Lorsque je te dis que on est sur un principe chronologique évolutif, oui ou non? Le premier, ce que tu ressens dans toi, Je vois, oui oui, ou non? non, parce que je vois une spirale. Enfin, je vois une spirale. C'est que ça tourne. Donc, Ok, c'est pas évolutif. ok. Tess. Mm. Pourquoi les premières religions intègrent-elles déjà des notions de destruction, de jugement ou de renouveau? Et en fait, ce que je vois, c'est interprétation des hommes qui ont reçu cette information Par et ils qui? ont Laisse venir. Par qui? parce qu'on appelle enfin, cette énergie qui est dans le cosmos, qui vient frapper la Terre, on va dire. Mhm. Est-ce que ces récits servent à prévenir, à enseigner ou à donner du sens à l'inconnu? Alors, moi, euh, non, je vois, c'est pour, comment je vais dire ça? C'est pour, je voyais l'oppression sur le peuple, pour qu'il reste dans cette bulle, dans cette bulle. Je le dis comme ça, mais c'est, Ok, un maintien. Plutôt pour oui, c'est garder ça, un le maintien. Oui, peuple. c'est ça. Oui, oui, oui. C'est pas pour qu'ils, je sais plus ce que Ok, tu m'as dit avant. non, c'est très bien. On continue avec toi. Pourquoi retrouve-t-on des structures similaires entre ces anciennes croyances et les religions actuelles? C'est une répétition, répétition sans cesse. On répète les mêmes concepts, on répète Qu'est-ce, la même chose. laisse venir, qu'est-ce qui le permet? Est-ce qu'on est sur un enseignement ou on est, comme Tess nous l'a dit, une descente d'informations, comme si une énergie venait à frapper ces nouvelles religions des mêmes lois que les anciennes civilisations adoptaient? Oui, ça résonne plutôt oui. Oui, c'est ça. Ok, Oui. c'est très intéressant. Tess, Mhm. les trois grandes religions monothéistes viennent toutes du Moyen-Orient. Pourquoi ces trois religions apparaissent-elles dans une même région et à des moments différents? Pourquoi cette région? Vous voyez justement euh, trois projections à différentes périodes. Donc, comme je te disais, la lumière tout à l'heure, il y a eu un premier jet, un deuxième et puis troisième. Ok, très intéressant. Rapproche-toi de l'une de ces projections. Rapproche-toi au plus près de l'une de ces projections et dis-moi tout ce que tu peux y entendre, y lire. Premier essai, Ok, reste sur ce premier essai. Plonge dans ce mot-là. Dis-moi les mots qui se révèlent. j'entends le mot fatalité, dis donc. Fatalité, Plonge dans le mot fatalité. Dis-moi le premier mot qui se révèle. destruction, Ok. Plonge dans le mot destruction. Quel est le premier mot qui se révèle? chaos, chaos et je vois quand même Mhm. des espèces de jaillissements d'énergie de ce chaos, mais pas négatif. Qu'est-ce que ça veut dire pas négatif? Parce que généralement le chaos c'est négatif, mais là c'est l'énergie. Ah, je, Comme je un ressens, cas. je Vas-y. ressens que c'est l'énergie qui va euh,
déterminer le deuxième essai. Quel est l'intérêt, quand je te pose la question, dis-moi ce qui se révèle, quel est l'intérêt de un essai, deux essais, trois essais? Quel est leur but? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu en vois quand je te dis ça? Je vois que ça a divergé par rapport à ce qui était prévu. Qu'est-ce qui était prévu? Ce premier essai pour voir ce que ça donnait en fait. Quel est le but du chaos? Les mots qui te viennent. Euh, Renouvellement, repartir sur d'autres choses. Quel est le but d'un renouvellement? Ce qui a été ne soit plus. À qui ça sert? Humanité. Ok. Myriam, Les mots renforcement, plonge dans, renforcement. Mhm. plonge dans ce renforcement. Ça a une connotation religieuse, évidemment, mais pour les religieux, pour renforcer des croyances, les croyances humaines, pour les renforcer. Quel est le but et l'intérêt de renforcer des croyances humaines? Contrôle. Quel est le but de nous contrôler? Quel est euh, l'objectif? Rester des- des- li- j'ai une image de petits moutons, des moutons. Pourquoi souhaite-t-il que nous soyons des êtres humains bien sages, bien dociles? Alors, c'est important pour laisser place à des personnages plus élevés dans notre hiérarchie. Et alors, ce que je vois, mais depuis tout à l'heure, dans cette région et au-delà, c'est des araignées. Je vois plein d'araignées. Ok, rapproche-toi d'une de ces araignées, touche-la avec tes yeux de conscience et Mm. dis-moi les premiers mots qui se révèlent à toi. C'est pour aplatir les humains, Plonge dans pour ce les mot. dominer. C'est comme si aussi ils répandaient un produit, ils répandaient quelque chose. Et je le vois vraiment concentré au Moyen-Orient, mais partir. Quand tu as parlé de toutes les religions, c'est comme s'ils suivaient ces religions. Comme une contamination mondiale. C'est ça, comme une contamination, ce sont comme des petits soldats. Ok. Ok, on continue avec toi. Pourquoi les trois grandes religions monothéistes émergent-elles dans une zone aussi restreinte du monde? Pourquoi le Moyen-Orient? Pourquoi cette tradition place-t-elle l'Iran au cœur d'un destin global? Pour Tess, la réponse tient dans la dynamique du point de départ et du point final. L'Iran apparaît comme un lieu charnière, un espace où l'origine et l'aboutissement se rejoignent, comme si un cycle complet se refermait sur lui-même. Lorsque j'insiste sur la notion de point final, Tess se retrouve face à l'image d'un tunnel sombre au bout duquel des couleurs signifiant l'énergie du cœur. Cette vision donne l'impression d'un passage, une traversée de l'ombre vers une clarté du cœur. J'ai presque envie de dire que c'est là que réside le secret. Cette lumière finale, ce noyau de vérité, serait précisément ce que certains cherchent à intercepter, à détourner ou à recouvrir, pour rétablir un ordre. Leur ordre, pas celui de la vie elle-même. Chaque religion semble surgir comme descendue d'un champ, un faisceau qui frappe l'ancien récit pour s'y superposer. Elle s'ancre dans ce qui existait déjà, puis impose sa propre lumière, comme si elle venait prendre la place de ce qui la précédait. Tess nous parle d'un principe d'essai, comme si ce champ, ce flux énergétique, était orchestré par des êtres qui expérimentent, qui testent et qui ajustent. Donc pas un Dieu omniscient, mais une intelligence en apprentissage, en exploration. Ou alors peut-être que Dieu lui-même essaye, corrige, réoriente. Je n'en sais rien, mais l'idée ouvre à un espace intéressant. Quant à l'effluve du champ, cette énergie issue du chaos, un chaos non négatif, elle ne promet pas forcément un mieux pour l'humanité.
Elle indique plutôt un chaos structuré, une dynamique qui réorganise, bouscule, redistribue, sans garantie de confort, mais avec une logique propre. Pour Myriam, le renforcement religieux serait le point central de cet acharnement sur cette région, comme si certains cherchaient à solidifier les croyances et les rendre incontournables. Ce qui me vient, c'est que tout semble fait pour nous empêcher de nous rapprocher de l'être véritable que nous sommes. On nous maintient dans des égrégores, dans des archétypes matriciels, des structures préinscrites pour nous qui façonnent notre perception avant même que nous puissions choisir. Et puisque cette région est le point d'origine, le lieu du commencement, il y a forcément quelque chose de caché là-bas, quelque chose qui permet à ces mécanismes de se maintenir. Et j'ai la sensation que nous en rapprochons. Pourquoi le Moyen-Orient? Myriam insiste encore sur cette idée du centre du monde. Pas un centre géographique, mais un point prédominant. Un centre documenté, un lieu chargé de secrets. Des secrets qui ne sont pas seulement cachés, mais qui résonnent comme des révélateurs potentiels. La révélation serait la connexion entre deux mondes visibles et invisibles. C'est sûrement cela qui rend cette région si convoitée, si disputée, si surveillée. Non pas seulement pour ses ressources ou son histoire, mais pour ce qu'elle porte, pour ce qu'elle permet, pour ce qu'elle pourrait dévoiler. Ce qui est fascinant, c'est que tout indique que nous nous rapprochons de ce point de bascule. Nouvelle ère, préparation au transhumanisme, peut-être. On continue, merci. Ce qui se présente. C'était de nouveau le mot centre du monde, centre, Qu'est-ce qui plonge dans le mot centre et dis-moi les premiers mots qui se révèlent. document, Plonge dans le mot document, c'est de nouveau secret, plonge dans le secret, révélation, plonge dans la révélation, connexion avec, connexion avec deux mondes. plonge et rapproche-toi de ces deux mondes. Comment les vois-tu? Je revois de nouveau un second plan. Un Je plan revois de nouveau. identique à la planète Terre? Ressemblant à la planète Terre? Oui ou non? Qu'est-ce qui résonne? Non, non, c'est pas la planète Terre. Non, je n'ai C'est un, jamais dit si c'était la planète Terre. non, mais ce n'est pas, Ce qui a résonné, c'est non. On est c'est d'accord? non. Deuxième. Ok, continue. Parle-nous de ce C'est- deuxième monde, de ce Alors, ce deuxième deuxième plan. plan, il est très proche, il est très proche de nous, des gens. Il est très proche. Euh, je vois dans ce deuxième plan, d'ailleurs, les araignées proviennent de ce deuxième plan. Je les vois sortir de ce deuxième plan. Hum, Est-ce que si on laisse raisonner, est-ce que si on découvrait, là, moi, maintenant, je découvre le secret caché, est-ce que j'aurais la capacité, la possibilité de détruire ce deuxième plan? Oui ou non? Qu'est-ce qui résonne? Je vois donc ce que en tout cas, oui, tu pourrais, mais je vois tout de suite un tas d'araignées agglomérées, enfin, les unes sur les autres, qui empêchent quoi que ce soit. Ok. Tess, Oui. je vais te reposer cette question, tu laisses venir, d'accord? Pourquoi les Mhm. trois grandes religions monothéistes émergent-elles dans une zone aussi restreinte du monde? C'est ce que je vois, c'est qui se présente, c'est les montagnes. C'est les montagnes qui peuvent être des obstacles ou des lieux où on peut cacher. Mais là, c'est la montagne qui me... Ok, donc une montagne. Rapproche-toi de cette montagne et touche-la.
avec tes yeux de conscience. Et laisse-la te faire parvenir un message. Dis-moi ce qui se révèle. C'est pareil, j'entends le mot secret aussi. Myriam, pourquoi autant d'idées fondatrices de l'humanité, Dieu unique, jugement, fin des temps, émergent-elles dans un même espace géographique? Alors, ce que moi j'ai eu juste avant, euh, et j'essaierai de répondre à la question, mais je vois un grand cratère très en longueur, un grand cratère, mais à l'intérieur, je vois du noir et du feu, des- du feu comme si c'était une image de volcan, mais moi je le vois plutôt dans le sol. Et j'ai eu le mot Phénicie aussi. Phénicie, c'est un pays. Mésopotamie. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait quelque chose au niveau entre le Tigre et l'Euphrate. Donc ce sont et le cratère est à côté. Enfin, je ne le vois pas au même endroit et il y a quelque chose aussi révélation entre le Tigre et l'Euphrate. Et ce cratère plutôt apocalyptique, hein, parce que quand je vois ça, c'est Quand comme tu si plonges dans ces deux tout un fleuves, pays, quels sont les premiers mots quand tu plonges à l'intérieur de ces deux fleuves? Dis-moi des le mot. limitations, des limitations, Si tu plonges repères, dans des limitations, repères, si tu plonges dans le mot repère, signe, signe, un signe. continue de C'est comme plonger. si, ouais, c'est comme si c'était un signe qu'on pouvait voir de très loin, de très haut, un repère. Ok. Tess, le Moyen-Orient a-t-il joué un rôle unique dans l'histoire spirituelle de l'humanité? Non. Non. Myriam? Oui. Quand tu as dit ça, l'image que j'ai vue, c'était comme si le Moyen-Orient était le corps d'une araignée et les pattes allaient partout. Il y avait plein de pattes qui se dirigeaient dans les autres pays. Ok. Au tout départ, dans les premières civilisations, il était question de plusieurs dieux, des religions polythéistes, et a émergé une religion monothéiste, malgré des similitudes frappantes entre ces anciennes religions et ces nouvelles religions. Si je te demande pourquoi, qu'est-ce qui se montre à toi? Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est juste une évolution et en même temps, c'est idem. Je vois que des détails ont changé, mais adaptation, c'est le mot adaptation. Ok. Je vois un rapport aussi avec de nouveau Trump. Un seul Dieu, Quel rapport avec Trump? parce qu'il se prend pour un Dieu. C'est le En Dieu est- actuel de Lorsque l'univers, je te de la pose Terre. qu'il se prend pour un dieu, si je te pose la question, a-t-il été un dieu, oui ou non? Non. Non. Bah, c'est-à-dire que si on, oui, si on peut dire, mais il n'a pas été vraiment. Je te demande pas toi, Non, c'est pas moi. a-t-il été un dieu, oui ou non? À l'intérieur de lui, il est Dieu. Tess, pourquoi le Moyen-Orient reste-t-il central dans leur vision du futur? Ben, connaissance des anciennes civilisations, en fait. C'est ce que je perçois. Qu'est-ce que ça change? Je vois le mot oublié, mis de côté. Ok. Myriam,
Je veux que tu ailles plus loin que connaissance, secret, savoir. Mhm. Allez chercher plus loin. Je revois cette grosse araignée et je vois le maintien. Le maintien, Coupe-toi de cette euh, araignée. j'ai le mot saint qui vient. Terre sainte. Ok, ok. Je veux que tu plonges dans ce mot Terre Sainte, que tu t'en approches maintenant que tu as ce mot. Mhm. Alors je vois des religieux, les élites dans les religions, c'est eux que je vois, c'est eux qui maintiennent ce mot, comme si ce mot était un mot écrit en or. Hmm. Quand tu parles des religieux, si je te demande si leur croyance tournait autour d'un seul Dieu ou de plusieurs dieux, qu'est-ce qui résonne? Alors, il- c'est plusieurs dieux qui résonnent. Euh, c'est en fait plusieurs dieux, mais ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, c'est un Dieu. Mais eux, ils ont plusieurs dieux. Maintenant, au vu de ces informations, plonge dans ces plusieurs dieux. Dis-moi comment tu pourrais les définir, à quoi ils ressemblent. Alors, je vois tout de suite que je suis ailleurs, hein, que je ressens, que je... Est-ce que tu arrives à en voir un? Non, mais je ressens qu'il y en a là, qu'ils sont là. Là auprès de toi ou là sur Terre? Non, au-dessus de... Non, quand je vois ces religieux, je vois au-dessus d'eux un espace sombre, noir, et je sais qu'il y en a qui se cachent là. Pourquoi souvent dans les représentations des anciennes civilisations, on les dessinait mi-hommes, mi-animaux? Dualité que j'ai comme mot. Ces dieux agissent aujourd'hui encore sur notre plan terrestre? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Là, je les vois pas, me cachent. Bien sûr. Hmm. Ok. Pourquoi se cache-t-il? Quel est le mot qui se révèle à toi quand je te pose cette question? J'ai quelque chose qui me vient dans l'oreille qui me dit tu ne vois rien, tu ne sens rien. Pourquoi ne veulent-ils pas que nous sachions qu'ils sont là? On n'est que des curieux, des petits curieux. Ne sont-ils pas nos créateurs? Qu'est-ce qui résonne quand je te dis ça? C'est comme si j'entendais positivement, oui, ils sont les créateurs, mais c'est comme s'ils ne voulaient pas répondre, ils se cachent, euh, ils essayent de me faire douter, en fait. Hmm. Je ne doute pas. Ok, déconnecte-toi d'eux et reviens à toi dans ton espace, ici et maintenant en 2026. Et dis-moi, de ton point de vue, qu'est-ce qu'il en est de ces dieux? Comment tu les ressens? Comment tu les as ressentis? Je les ai ressentis, j'ai senti comme s'il m'épiait, enfin, il épiait, il écoutait ou il regardait sans que je voie des yeux, sans que je voie rien. C'est comme si il y avait du noir, mais il se cachait derrière. Est-ce que tu as senti quelque chose de plutôt favorable ou défavorable? Neutre, c'est Neutre. neutre. Oui. Hmm. Si je te pose la question, est-ce que ce que tu as pu ressentir, est-ce qu'on peut parler de ces entités que les anciennes civilisations dessinaient? J'ai le mot non qui vient. Non. Non. Ah, Est-ce ça dépend quoi? Ça dépend quoi? Effectivement, là, je suis en train de scruter un peu ça. Certaines choses, non. Et certaines choses, oui. Est-ce qu'ils ont été sur notre plan terrestre à un moment donné? Oui ou non? Qu'est-ce qui résonne? Oui. Oui. Est-ce que les humains ont échangé, partagé avec ces êtres, ces dieux? Oui. C'est ce qui résonne, oui. Ok.
Est-ce qu'ils ont accompagné l'humanité à être beaucoup plus évoluée, à J'ai l'information comme quoi ils n'ont pas eu le temps. qu'est-ce qui l'a empêché? Un conflit? Alors je vois, là je vois une troupe de reptiles, euh, de dracos plutôt. Je vois toute une troupe. C'est l'image que j'ai eue à ce moment-là. Ok. Je vais te poser une question, toujours pareil, il faut toujours laisser raisonner, laisser se présenter. Le Moyen-Orient est-il un simple lieu historique, mémoriel, ou un point symbolique majeur pour l'humanité? Symbolique plutôt. Tu as posé la question à Tess. Je ne sais plus quelle était exactement la question, mais j'ai vu tout de suite une colonne vertébrale. Le centre, une colonne vertébrale, une certaine solidité, la colonne vertébrale de la Terre, le Ok, Moyen-Orient. ok. Si tu touches cette colonne vertébrale ou tu plonges dans cette colonne vertébrale, quels sont les premiers mots qui se révèlent à toi? Puissance. D'où part cette puissance? À qui appartient cette puissance? C'est drôle parce que je vois que cette puissance, on dirait qu'elle sort du sol, qu'elle émet, le Moyen-Orient émet une puissance, donc une énergie, mais pas une énergie qui descend vers le bas, mais une énergie qui monte, Qu'est-ce qui le permet? qui vient du sol, une énergie qui vient du sol. Qu'est-ce qui le permet? Il y a une force dans le sol, il y a Quelle force? une force qui n'est pas une force naturelle terrestre, Qui n'est pas ou qui est une... qui n'est pas naturelle, donc une force extérieure, reliée à un deuxième plan. Le même deuxième plan vu précédemment Ou, avec les araignées ou on est sur encore un autre plan? c'est plutôt, c'est pas le deuxième plan des araignées. Le deuxième plan avec les araignées, c'est plutôt, ouais, alors je vais dire le troisième plan, alors pour ne pas confondre. Ok, Un j'ai autre le plan. sentiment qu'on est comme pris en sandwich entre deux plans. Un Ouais, mais plan pas que deux. sombre. Ok, mais là, par rapport à tout ce que tu dis, pourquoi tu dis pas que deux? Tu en vois plus là maintenant? Bah, Depuis le départ de l'accompagnement, il a été notion d'un plan oui, oui, plutôt et un sombre deuxième et plan, d'un oui. deuxième plan. Ne me rajoute pas que deux si tu les vois pas. Si, parce qu'il y a le plan des araignées, je dirais le plan 2A et l'autre le plan 2B qui lui englobe à partir du sol. Enfin, c'est comme s'il était transparent, qu'il Ok, était, donc lorsque je dis qu'on est pris en sandwich entre deux plans, ça ne on est résonne pris, pas juste. Si, c'est euh, ça ou pas? Ou est-ce on que est ça englobé englobe? par un deuxième plan. Ok, ce deuxième plan englobe le plan terrestre et le plan des araignées? Oui ou non? Ce Non, qui résonne. il englobe le plan terrestre. Le plan des araignées, c'est un autre plan. C'est un autre plan, comme si le plan qui englobe apportait une énergie très plutôt positive. Le plan des araignées est plutôt une énergie négative. Est-ce que tu laisses résonner par un oui ou par un non? Est-ce que là, on parle du principe même de la matrice? Oui ou non? Oui, Nous voilà sur la dernière grille de lecture. Si cela vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à mettre un like, à booster la vidéo, afin de faire découvrir toutes ces explorations. Je continue. Pourquoi les religions les plus marquantes de l'histoire semblent-elles toutes émerger dans cette même région du monde? Tess évoque une succession de montagnes. Quel lien cela pourrait-il avoir avec ma question? À première vue, aucun. Et pourtant, peut-être que si. En réalité, dans toutes les traditions, la montagne est le lieu du mis à part, du secretus, secret, difficile d'accès, plus proche du ciel, un lieu de retrait,
révélation, un espace liminal, ni terre ni ciel. Dans presque toutes les religions fondatrices, la révélation se fait en hauteur. Moïse, Sinaï. Jésus, mont des Oliviers. Mohamed, mont Hira. Bouddha, colline. Zoroastre, montagne d'Iran. Les dieux grecs, Olympe. Les chamans, toujours en hauteur sur des sommets ou des plateaux. Je reviens maintenant sur ce mot que j'ai croisé d'innombrables fois au fil de cette exploration, le secret. La montagne est littéralement le lieu du secretus, secret, un espace séparé du commun, réservé à ceux qui montent. Son sens réel apparaît clairement lorsqu'on remonte à son origine latine. Secretus, se, à part, séparé. Semer, trier, distinguer, séparer. De là vient se semer, mettre à part, isoler, distinguer du reste. À l'origine, un secret n'est donc pas simplement quelque chose de caché, c'est quelque chose mis à part, séparé du commun et réservé à quelqu'un. Myriam, de son côté, voit un cratère comme un volcan. Elle évoque aussi 2 fleuves. À première vue, cela semble éloigné des montagnes dont parle Tess. Et pourtant, les montagnes sont souvent les sources mêmes des fleuves. En plongeant dans ces fleuves, Myriam parle de hauteur, de signes et de repères. Je me demande alors, le Moyen-Orient a-t-il joué un rôle unique dans l'histoire de l'humanité? Tess répond non. Cela ne signifie pas que cette région n'a pas eu d'importance, mais simplement qu'elle n'a pas été la seule à façonner le destin humain. Myriam ajoute une autre image, celle d'une araignée. Le Moyen-Orient serait le ventre et les pattes représenteraient les liens qui s'étendent vers les autres pays du monde. Une sorte de centre nerveux, un point d'articulation, un lieu où tout converge et d'où tout repart. Je cherche à comprendre comment l'humanité est passée d'une croyance en plusieurs dieux à l'idée d'un Dieu unique. Myriam parle d'évolution, mais aussi d'identité, comme si les formes changeaient alors que le fond restait le même. Les mots qui apparaissent semblent être des adaptations successives. Pourquoi ces adaptations? Peut-être pour mieux organiser, structurer les croyances. Je ne sais pas. Myriam reparle de nouveau de Trump. Je me demande intérieurement ce que cette représentation concernant ce personnage, sa coiffure particulière, sa couleur de peau, symbolise réellement au-delà de la personne elle-même. Ce qui me vient, c'est le dieu soleil. Lui est l'un des plus anciens et des plus répandus dans tout le Moyen-Orient. Ce qui est fascinant, c'est que le symbole solaire apparaît partout dans le monde. Moyen-Orient, Europe, Afrique, Asie. Et cela même chez des peuples qui n'avaient aucun contact entre eux. Se présente-t-il à nous comme un dieu? C'est ma question. Ma question sur une vision centrale du futur n'était pas anodine. Je cherchais à comprendre s'il existait une direction, une intention, quelque chose qui se prépare. Tess ramène la discussion vers la connaissance et la sagesse. Quand j'insiste, les mots qui apparaissent sont oublier, mettre de côté, comme si l'idée du plan, on recommence, pouvait être plausible. Myriam, elle, évoque la terre sainte, des religieux, des élites, et même une écriture en or. Cela me pousse à me demander, est-ce qu'on nous prépare une nouvelle forme de religion? Les figures mi-homme, mi-animal pourraient représenter une dualité des dires de Myriam. En réalité, pourquoi pas? L'humain égale la raison, l'animal égale l'instinct. Le Dieu serait alors la réunion des opposés. Je ne sais pas. D'où une autre interrogation. Les dieux seraient-ils encore actifs symboliquement dans notre monde?
Myriam répond oui, peut-être comme des forces ou des archétypes qui continuent d'agir. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Nage. Ok. Je vous laisse prendre, si vous souhaitez rajouter autre chose, je vais vous laisser plutôt en exploration libre dans votre Moi, espace et vous vous laissez guider par votre conscience. Et dites-moi sur quoi votre regard se pose. Vas-y, Tess, je t'écoute. j'avais rajouté sur ce que j'avais perçu à la dernière question, l'énergie qui venait de la Terre, mais de l'intra-Terre. Et ça m'avait remis en image dans le trou que j'avais emprunté avec l'espèce de couleur vert d'eau, vert que je voyais. L'énergie venait de là. Et c'est l'intra-terre. Oh, voilà Qu'est-ce ce que que je c'est vois. que l'intra-terre? Euh, il y a d'autres plantes dans l'intra-terre. C'est ce que je perçois. C'est que, en À fait, l'intérieur même de notre planète, il y a d'autres plans, c'est dans ce sens-là? oui, Ok. Je vous laisse faire une exploration libre. Je vous laisse vous laisser guider par vous-même et me dire tout ce que où votre regard se pose. Myriam? Donc j'ai regardé de plus haut, je revois le Tigre et l'Euphrate, je revois la terre, je revois tous ces plans en superposition. À la fois, ça fait un grand tout un peu mélangé, mais j'arrive à voir clairement chaque niveau, chaque plan. Et alors, je revois le plan avec des reptiliens, je revois le plan tout au-dessus avec un chef d'orchestre, en fait.